Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de crise dynastique, d'exclusion des femmes du trône de France, de guerre contre les Anglais et de guerre civile, bref, on va parler de la guerre de 100 ans. C'est parti. Alors, petite remise en contexte. Au XIIe siècle, le royaume des Francs est morcelé en de nombreux comtés et duchés autonomes, et le roi n'a que peu de pouvoir sur eux. Et suite au mariage entre Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet, qui était duc de Normandie et comte d'Anjou, puis qui hérite carrément du trône d'Angleterre, de nombreux territoires deviennent anglais. Mais tout au long du XIIIe siècle, le domaine royal de Francie reconquiert de nombreux territoires avec Philippe II et Louis IX, et ainsi regagne en puissance. Mais de nombreux duchés et comtés restent indépendants, comme le duché de Bretagne, le duché de Bourgogne ou encore le duché de Flandre qui a de solides liens économiques avec l'Angleterre, mais surtout le duché de Guyenne qui est particulièrement riche grâce à ses vignobles et qui, lui, est carrément resté aux Anglais. Et en 1294, une guerre éclate entre le roi de France Philippe le Bel et le roi d'Angleterre Édouard Ier pour la possession de ce duché. C'est la guerre de Guyenne, qui aboutit en 1297 à la signature d'un traité de paix entre les deux pays. Philippe le Bel arrête d'essayer de conquérir la Guyenne et en échange, le roi d'Angleterre arrête de soutenir le comté de Flandre dans sa guerre indépendantiste contre le roi de France. Et pour sceller ce traité, Philippe le Bel marie sa fille au futur roi d'Angleterre, Édouard II, et ces derniers ont un fils en 1312, le futur roi d'Angleterre, Édouard III. De son côté, Philippe le Bel a 3 fils. L'aîné Louis X le Hutin lui succède en 1314, mais il meurt lui et son fils nouveau-né en 1316, et pour la première fois en 12 générations, il n'y a plus de fils pour succéder à son père sur le trône de France. Par contre, il y a une fille, Jeanne. Bon, la coutume féodale n'exclut pas systématiquement la succession féminine. Il y a déjà eu des duchesses et des comtesses en Aquitaine, à Toulouse, en Champagne, en Flandre. Il y a même eu une reine de Navarre et une reine de Jérusalem. Mais pour le puissant royaume de France, les barons préfèrent quand même mettre un homme sur le trône. Donc, les universitaires, juristes et théologiens trouvent pas mal d'excuses pour exclure Jeanne du trône et mettre à sa place le second fils de Philippe le Bel, Philippe V. Mais problème, en 1322, Philippe V meurt lui aussi sans avoir eu de garçon. Et pour les mêmes raisons qu'avant, c'est le troisième frère Charles IV qui monte sur le trône, mais rebelote, Charles IV meurt à son tour en 1328 sans avoir eu de garçon. Et là, ça pose un vrai problème car tous les fils de Philippe le Bel y sont passés. L'héritier mâle le plus direct des Capétiens est dorénavant le roi d'Angleterre, Édouard III, ce qui ferait passer le royaume de France sous le contrôle anglais, mais vu qu'Édouard III est descendant de Philippe le Bel par sa mère, une femme, et qu'on a établi durant ces 14 dernières années que les femmes ne peuvent pas hériter du trône, et donc par extension ne peuvent pas non plus transmettre cette hérédité à leurs fils, ça règle le problème. D'autant plus qu'Édouard III ne convoite pas vraiment le royaume de France à ce moment-là. Les barons vont donc chercher un autre héritier qui est plus adéquat pour le royaume de France, Philippe VI, le cousin valois de Charles IV. Sur le principe, Édouard III est OK avec l'accession au trône de Philippe VI, mais 3 choses vont le retourner contre lui. Premièrement, vu que le roi d'Angleterre est aussi le duc de Guyenne, il doit prêter hommage à Philippe VI pour la Guyenne, ce qui ne lui plaît pas trop de base, et encore moins lorsque, lors de sa venue, tout est fait pour lui rappeler son infériorité face au roi de France, ce qui initie une grande animosité entre les deux rois. Mais vu qu'Édouard III est déjà empêtré dans des luttes internes en Angleterre, il préfère laisser couler et se soumettre en 1329. Deuxièmement, alors qu'Édouard III est en guerre contre l'Écosse, le roi écossais trouve refuge à Château-Gaillard, dans le domaine royal français, ce qui montre que Philippe VI se positionne contre l'Angleterre dans ce conflit. Et enfin, une guerre contre la France permettrait à Édouard III de détourner les barons anglais de leur complot et trahison à son égard pour les unifier contre un ennemi commun. C'est pourquoi en 1336, il provoque Philippe VI en retournant la Flandre contre lui, et en réaction, Philippe VI occupe la Guyenne en 1337. Édouard III en profite alors 8 ans après l'accession au trône de Philippe VI pour réclamer le trône de France en tant que seul héritier légitime de Philippe le Bel, décrivant Philippe VI comme un usurpateur. C'est le début de la guerre de 100 ans. Édouard III se proclame roi de France en 1338 et pendant près de 20 ans, l'Angleterre botte les fesses des Français, notamment grâce au soutien de la Flandre et des barons normands et bretons, ainsi qu'à sa puissante flotte navale et ses arcs longs super efficaces contre les chevaliers français.
Mais il n'y a pas que les soldats qui meurent. Fin 1347, la peste atteint Marseille et tue un tiers des Européens, soit 25 millions de personnes en seulement 2 ans. S'ajoute à ça la famine due à la guerre et la maladie, une grosse récession économique qui pousse la bourgeoisie menée par le prévôt de Paris, Étienne Marcel, à vouloir contrôler les impôts au détriment du roi, et enfin l'entrée en scène d'un nouveau protagoniste, Charles de Navarre, qui revendique comme Édouard III son hérédité à la couronne de France via sa mère Jeanne, la fille de Louis X le Hutin. Et c'est dans ce climat de terreur que le nouveau roi de France, Jean II, successeur de Philippe VI, perd la bataille de Poitiers en 1356 et est fait prisonnier par les Anglais. Son fils, le dauphin Charles, prend la relève, mais cette défaite l'a mis en position de faiblesse et chacun va tenter d'en profiter pour assouvir ses intérêts. De son côté, le dauphin Charles veut lever les impôts pour financer la guerre contre les Anglais. Et pour cela, il cède à Étienne Marcel et les États le contrôle des impôts. Mais Jean II ne veut pas d'une guerre contre les Anglais, car cela rallongerait sa captivité. Il demande donc à Charles de ne pas céder le contrôle à Étienne Marcel et donne à Édouard III d'Angleterre un tiers du territoire français en échange de sa libération. Étienne Marcel mène alors les Parisiens à une violente révolte et fait fuir le dauphin Charles, mais celui-ci parvient à l'isoler à Paris et à lever les impôts sans lui pour défendre le pays. Mais cette levée d'impôts, couplée aux multiples pillages de la région par des mercenaires sans employeur, provoque une révolte des paysans, appelée la jacquerie. Et Charles de Navarre, qui veut le trône de France, profite de cette occasion pour se positionner en tant que sauveur et mettre de son côté la noblesse et la bourgeoisie en massacrant les paysans révoltés. Allié à Étienne Marcel, il entre dans Paris acclamé, mais il a commis l'erreur d'embaucher dans ses troupes des mercenaires anglais, ce qui retourne les Parisiens contre eux. Charles de Navarre fuit, Étienne Marcel se fait tuer par les Parisiens, et c'est le dauphin Charles qui ressort de toute cette histoire avec un pouvoir renforcé. Et encore plus quand il s'oppose à son père en 1359, qui a cette fois donné la moitié du territoire aux Anglais en échange de sa libération. Par contre, Édouard III considère cette opposition comme une déclaration de guerre et se lance dans une chevauchée sur Reims et en Bourgogne. Mais pour la première fois, Charles parvient à les repousser, non pas via des batailles rangées, mais en évacuant les vivres et les habitants des villages sur le chemin d'Édouard III, ce qui affame ses troupes et ses chevaux. C'est ce qu'on appelle la tactique de la terre déserte. Cette victoire ouvre de nouvelles négociations de paix en 1360, qui donnent effectivement aux Anglais les anciens territoires d'Aquitaine, mais qui, en échange, accordent aux Français une trêve de 8 ans qui permet à Charles de préparer la reconquête et de réformer les impôts afin d'en avoir le contrôle total. Et en 1368, à la fin de cette trêve, étant devenu roi en tant que Charles V, il reprend les hostilités contre les Anglais, s'allie avec la Castille et l'Écosse et continue d'éviter les batailles rangées propices aux archers anglais, préférant plutôt des batailles d'embuscade et d'escarmouches, ce qui marche très bien car il parvient à reconquérir une grande partie du territoire, redonnant l'avantage aux Français. Mais cette guerre n'est pas que territoriale, elle est aussi juridique, car Charles V doit prouver qu'il est l'héritier légitime du trône de France, et non pas Édouard III ni Charles de Navarre. Et c'est dans cette optique qu'un moine de l'abbaye de Cluny, Richard Lescaut, exhume de la bibliothèque de son monastère un code pénal rédigé sous Clovis en 511, c'est-à-dire 800 ans auparavant. Ce code pénal, appelé la loi salique, car destiné au peuple des Francs saliens, avait pour but principal de fixer des sanctions pénales à une liste d'infractions. Mais son article 62 établit aussi des règles concernant le droit d'héritage des femmes. Il y est stipulé que sous les Francs saliens, les femmes pouvaient hériter d'objets mais ne pouvaient pas hériter de terres. Cette loi salique porte donc bien sur des biens et des terres privés et ne parle pas du tout des règles de succession de la couronne de France, mais progressivement, le mot terre est extrapolé pour lui donner le sens de trône, créant ainsi de toutes pièces la preuve qu'une loi ancestrale datant de Clovis, le fondateur du royaume des Francs, interdit aux femmes d'accéder au trône de France, et ainsi interdit aux mères d'Édouard III et de Charles de Navarre de leur transmettre l'hérédité. Mais cette déformation de la loi salique n'est que peu utilisée, car Charles de Navarre et l'Angleterre ont été repoussés et ne menacent plus énormément la dynastie des Valois. Et suite à la mort de Charles V en 1380, c'est son fils Charles VI qui lui succède, et après quelques conflits contre les Anglais, il tente de se réconcilier avec le nouveau roi d'Angleterre, Richard II.
Mais en 1392, Charles VI est atteint de folie et il n'est plus en mesure de gouverner. Deux camps se disputent alors le pouvoir en France. Celui du duc d'Orléans, frère de Charles VI soutenu par la famille des Armagnac, et celui du duc de Bourgogne, conseiller et cousin de Charles VI. Les tensions montent et lorsque le nouveau duc de Bourgogne, Jean sans peur, fait assassiner le duc d'Orléans en 1407, une guerre civile éclate entre les Armagnacs et les Bourguignons pour le contrôle de Paris et la régence de la France. Et tandis que les deux camps s'adonnent à moult batailles, meurtres et exactions, c'est le moment que choisit le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, pour revendiquer à son tour la couronne française, en tant qu'arrière-petit-fils d'Édouard III, et il relance la guerre contre la France. Les Armagnacs et les Bourguignons tentent chacun de s'allier avec Henri V pour battre le camp adverse, mais lorsque le roi d'Angleterre attaque la France à la bataille d'Azincourt en 1415, les Bourguignons restent neutres et c'est en grande partie le camp des Armagnacs qui combat les Anglais. Mais comme pour les batailles de Crécy et de Poitiers 50 ans auparavant, leurs effectifs sont toujours des chevaliers chargeant contre des archers anglais ultra efficaces, et ils se font massacrer. Et tandis que les Anglais conquièrent la Normandie et s'approchent de Paris, les Armagnacs s'allient au fils héritier de Charles VI, le dauphin Charles, en 1418, et tuent le duc de Bourgogne Jean sans peur en 1419, ce qui pousse les Bourguignons à s'allier à Henri V d'Angleterre, et en 1420, ils parviennent à faire signer à Charles VI le Fou le traité de Troyes qui déshérite son fils Charles et marie sa fille Catherine de Valois à Henri V d'Angleterre, afin qu'il donne naissance au futur roi de France et d'Angleterre, Henri VI. En attendant, grâce à ce traité, Henri V peut légitimement exercer la régence du royaume de France avant d'hériter de la couronne lorsque Charles VI mourra. En réaction, les partisans du dauphin Charles, qui est réfugié à Bourges, mettent en œuvre de grands moyens pour prouver sa légitimité face aux prétentions d'Henri V. Ils utilisent l'extrapolation de la loi salique comme texte fondateur des règles de succession du trône de France et affirment ainsi que les rois d'Angleterre ne peuvent pas revendiquer la couronne française et que le seul roi légitime est celui de la lignée des Valois, Charles. Bien sûr, les pro-valois ont d'autres arguments pour compléter la loi salique, chacun apportant sa pierre à l'édifice pour exclure les femmes du trône, et au passage pour rabaisser officiellement l'image de la femme. Premièrement, un roi consacré devient un homme d'église car il est choisi par Dieu, or une femme ne peut pas faire partie du clergé. Deuxièmement, un roi doit rendre justice, or une femme ne peut pas rendre justice. Et troisièmement, un roi doit avoir un bon et entier jugement de raison, ce dont les femmes sont dépourvues. La France est donc divisée entre la France armagnac, qui soutient le dauphin Charles, la France bourguignonne, qui soutient le roi d'Angleterre, et la France anglaise. Et en 1422, Henri V et Charles VI meurent, et c'est donc le fils d'Henri V qui devient roi de France et d'Angleterre à l'âge de 1 an. Mais de son côté, le dauphin Charles se proclame aussi roi de France sous le nom de Charles VII, continue de combattre les Anglais et parvient à s'allier avec le duché de Bretagne en 1425, ce qui renforce son armée. Et en 1428, les Anglais assiègent les Armagnacs à Orléans, tandis qu'au même moment, une femme appelée Jeanne d'Arc dit entendre la voix du Seigneur qui la pousse à libérer la France des Anglais et à placer Charles VII sur le trône. Elle rejoint Charles VII à Chinon et le convainc de l'envoyer à Orléans, où elle réussit avec sa foi et son enthousiasme à redonner courage aux soldats armagnacs, qui parviennent grâce à elle à contraindre les Anglais à lever le siège. Jeanne d'Arc convainc alors Charles VII d'aller se faire sacrer à Reims pour légitimer son titre de roi et devancer Henri VI qui lui non plus n'est pas encore sacré. Ils parviennent à traverser le territoire sous contrôle bourguignon et une fois le roi sacré, Jeanne d'Arc continue sur sa lancée pour combattre les Anglais dans la région parisienne, puis combat les Bourguignons avec ses propres troupes le long de la Loire puis à Compiègne où elle se fait capturer en 1430 et est livrée aux Anglais pour être brûlée vive à Rouen en 1431. Et du côté de Charles VII, la situation tourne à son avantage. En effet, à cause de l'augmentation des impôts, la Normandie se révolte contre les Anglais, et les Parisiens et les Flamands souhaitent la paix pour pouvoir de nouveau faire prospérer leur commerce. Le sacre d'Henri VI en 1431 ne suffit alors plus pour le rendre légitime. Sentant le vent tourner, le duc de Bourgogne se rapproche de Charles VII, qui s'excuse de l'assassinat de Jean sans peur, ce qui permet de conclure la paix d'Arras en 1435, qui donne l'indépendance aux Bourguignons en échange de leur hommage à Charles VII. Cette paix avec les Bourguignons met fin à la guerre civile et fait basculer le rapport de force en faveur des Français, ce qui permet de négocier une trêve avec les Anglais.
Charles VII profite de cette trêve pour mettre en place une armée royale permanente qu'il réorganise efficacement pour protéger ses chevaliers des archers et pour investir dans des canons, ce qui lui permet de prendre le dessus sur les Anglais. Il reprend la Normandie en 1450 et il ne reste alors aux Anglais sur le continent que Calais et une partie de la Guyenne. Mais cette région de la Guyenne exporte massivement du vin en Angleterre et les Anglais leur accordent pas mal de privilèges. Du coup, la population en Guyenne est majoritairement en faveur des Anglais. Mais Charles VII finit quand même par la conquérir à la bataille de Castillon en 1453, repoussant ainsi les Anglais du continent. Suite à cette bataille, aucune trêve n'est signée, mais le roi d'Angleterre Henri VI sombre lui aussi dans la folie, comme l'avait fait son grand-père Charles VI, ce qui mène à une guerre interne pour la couronne d'Angleterre et qui la détourne de ses conflits avec la France. C'est la fin de la guerre de 100 ans qui a en fait duré 116 ans. De son côté, le duché de Bourgogne a acquis de nombreux territoires durant cette guerre et la cour de Bourgogne s'impose comme une grande puissance rivalisant avec la France au niveau militaire, économique et artistique. Et Calais, qui est en territoire bourguignon, est laissé aux Anglais pour ne pas perturber l'importation de laine anglaise, indispensable à l'économie de la Flandre. J'espère que cette vidéo t'a plu, je publie tous les mois ou deux une nouvelle vidéo qui, mise bout à bout, retrace l'entièreté de l'histoire de France. La prochaine sera sur la Renaissance, donc si ça t'enjaille, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et si ça t'a plu au point que tu as envie de valoriser mon travail de synthèse et de création de cartes, sache que tu peux m'aider financièrement en faisant un don sur les plateformes Tipeee ou Utip. Ça me permettra de dégager du temps pour pouvoir produire plus de vidéos tout en gardant un haut degré d'exigence, car chacune de mes vidéos représente environ une centaine d'heures de travail. Donc merci à tous les tipeurs et à bientôt pour la Renaissance.